Barbe Noire a un plan, et le monde est sur le point de trembler, car l'incident d'Egghead ira bien plus loin que d'être une simple provocation envers le gouvernement. Les rebelles de par le monde s'élèvent, et les tambours de Nika résonnent, laissant apparaître la lumière. Et dans leur ombre, des ténèbres bien plus noires que jamais. D'ailleurs, quand est-ce que Luffy comprendra enfin qu'il est Nika? Peut-être lors du futur arc d'Elbaf? On a un Zoro qui prend un peu trop son temps, un Sanji qui a choqué un amiral, bien sûr le véritable plan de Barbe Noire. On parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1107 de One Piece. Je te cherchais avec en cover Law qui dort sur un léopard des neiges avec Beppo derrière. Mais on s'en fout, on veut juste des news sur Law. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Au passage, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné car nous suivrons One Piece jusqu'à la fin et on en parlera encore et encore après. Et bien sûr, nous parlerons d'une théorie très intéressante sur Barbe Noire. Mais commençons tout de suite avec le sujet d'Usopp et les géants. Parce que rien qu'avec cette page d'ouverture, Oda nous régale encore une fois comme lors des semaines précédentes. Pourquoi? Tout simplement parce que son style, même d'écriture, est dans le surplus, dans l'abondance. Et là, quand il doit faire des dessins dans ce genre-là, avec plein de gens qui débarquent, des géants qui arrivent par dizaines en accostant et en cassant tout, bah c'est juste magnifique. Oda, quand il dessine des groupes, ça rend des pages incroyables. Et on ressent vraiment l'aspect légendaire de ce groupe, la mise en scène marche, ce sont eux, l'équipage historique des géants qui sait reformer l'ogre bleu et l'ogre rouge. Les gens le disent et en plus on voit Kashi et Oimo qui ont rejoint l'équipage des géants. Je vous le rappelle, eux, ils étaient avec le gouvernement mondial car ils pensaient que leur capitaine était détenu par le gouvernement et quelle émotion juste de nous voir cette scène à travers les yeux d'Usopp qui est en train de pleurer. Ce sont ses maîtres, ce sont les géants qui l'adulaient depuis le début de la série. Quel plaisir de les retrouver à travers ses yeux. Ce sera le moment pour Usopp de devenir le grand guerrier qu'il a toujours voulu, d'acquérir cette confiance, ou peut-être pas tant que ça, mais quand même de braver tout et tout le monde lorsqu'il sera sur Elbaf. Ah, l'arc me hype de ouf. Et surtout, ça me fait énormément plaisir de voir dans le chapitre une petite case de rappel sur l'histoire des géants. Pourquoi? Car on en verra de plus en plus. On verra de plus en plus de personnages revenir dans cet arc final, cette saga finale de One Piece. Et ça va être juste incroyable. Et toute cette histoire de géants marche encore mieux désormais qu'on sait que Luffy est Nika, la divinité aussi des géants. Ils sont venus pour le sauver, lui bien sûr, mais aussi Luffy et son équipage. Mais là où tout prend véritablement plus son sens, c'est que lors de l'arc de Little Garden, Luffy leur disait d'arrêter de combattre, qu'il ne fallait pas suivre aveuglement leur divinité et au final, ils auront suivi Luffy, leur divinité Nika. Comme quoi. Et les enjeux de l'arc Elbaf deviennent d'autant plus grands, avec bien sûr Shanks qui se trouvait là-bas, sait-on jamais s'il y sera encore. Bientôt, peut-être le secret de Big Mom révélé, est-ce qu'elle a vraiment mangé Mother Caramel pour avoir son prix? On en apprendra plus sur les fruits, sur l'histoire tout entière avec les livres d'Ohara et même les anciens géants qui, de génération en génération, vu qu'ils peuvent vivre 100-300 ans, c'est vrai que c'est pas si éloigné que ça pour eux, le siècle oublié et compagnie. Enfin bref, tout ça va remotiver le groupe des Mugiwara avec un Usopp qui va demander à tout le monde de vite s'enfuir, contacter Brook qui est en train de déplacer le Sunny. Petit problème étant donné que celui-ci ne va pas s'arrêter, il va peut-être être grillé par la barrière, mais Lilith a un plan, ça on le verra bien. Et donc parlons directement de Zoro vs Lucci. J'ai l'impression d'être de retour sur Onigashima avec le combat de Raizo qui est beaucoup trop long étant donné qu'on retrouve un Jinbei qui va à la rencontre de Zoro, lui dire d'arrêter car il faut qu'il s'enfuit. Et je trouve déjà que c'est assez intéressant et assez étrange même qu'on ait un focus sur le personnage de Jinbei qui est tout seul en train d'aller chercher Zoro. C'est pas la première fois qu'on nous montre Jinbei faire ça. Et c'est tellement étrange parce que Oda il a que très peu de pages pour écrire son histoire, de nous avoir un focus sur le personnage de Jinbei tout seul, que je me demande s'il ne sera pas témoin de quelque chose dont il ne devait pas être témoin. Est-ce qu'il verra le sacrifice de Zoro entre guillemets? Puisque bien entendu, retour sur leur combat, Zoro avait dit à Lucci qu'il n'était pas digne de combattre leur capitaine. Mais si tu dis ça, tu dois le prouver. Il faut en terminer. Après, bien sûr, il n'utilise pas encore ses 3 épées. Il a l'air peut-être un peu fatigué, mais il n'a même pas son bandana. Il n'a même pas utilisé sa capacité au max. On ne le voit pas avec 3 têtes.
Donc je m'attends à une dinguerie, mais dans tous les cas, essayons de rester raisonnés. Je tiens à vous le rappeler, c'est pas parce que Luffy réussit à combattre un adversaire que Zoro le réussira forcément également. Je vous rappelle que Luffy a step up de malade lors de l'arc Onigashima. Il a été capable de combattre un Yonko. Et d'ailleurs, Luffy est désormais un Yonko. Au passage, quand on en revient à cette idée de sacrifice avec Jinbei qui pourrait voir quelque chose, justement, en plus, t'as Lucci qui parle de l'équipage et qui dit qu'ils n'y arriveront pas sans sacrifier un membre. Est-ce encore un foreshadowing de la mort de Zoro mise en place par Oda plus tard dans le manga? On dira, oh purée, mais oui, c'était à ce moment-là, il avait placé un petit foreshadowing. Dans tous les cas, on se rappellera que lorsque Zoro n'a plus le temps, c'est là qu'il se donne à fond et qu'on a des séquences légendaires. Et en parlant de légende, parlons du Luffy, le Nika, qui se fout royalement de tout. Étant donné que oui, on a une énorme destruction sur l'île d'Egghead avec les marines qui sont obligés de tirer sur leurs propres armes sur les pacifistas. Et on voit le vice-amiral en forme de worms, tu sais, en forme de verre dégueulasse qui me dégoûte à chaque fois que je le vois. Et dans toute cette destruction, une étincelle d'espoir alors que Bonnie a vu le Nika, a vu Luffy en Gear 5, celui qu'elle a cherché depuis toujours pour le montrer à son père, celui qui représente l'espoir pour elle, et c'est pour ça que Luffy ne comprend pas forcément pourquoi elle est en train de pleurer. Il se dit, mais j'étais toujours avec toi, pourquoi t'es contente de me retrouver? Moi je te dis, il faut vraiment qu'ils en parlent. Dans tous les cas, Bonnie demandera à Luffy de lui montrer son coup face à Saturne. Et ça c'est génial parce qu'on retrouve de plus en plus le caractère d'enfant de Bonnie et on le voit de plus en plus avec un Luffy qui va donc s'exécuter. Bonnie a tenté de l'imiter entre guillemets, il va montrer à quoi ressemble le véritable coup de Nika. Et même si Saturne se défendra en le regardant mal, oui c'est la capacité de Saturne, bah Luffy attaquera avec le Down Gatling, une véritable attaque de Yonko qui va faire voler le membre du Gorosei avec un Saturne qui va s'envoler sans aucun respect. Non mais imagine si Saturne a des petits-enfants, ce vieillard se fait défoncer par un mec qui est en train de rigoler. Ça n'a absolument aucun sens, on suit un pirate. Et franchement quand on y pense, cette scène elle est juste géniale en réalité de voir un Luffy qui ne se dit pas qu'il va déclarer une guerre énorme en affrontant un membre du Gorosei, en le punchant, en le faisant saigner. Non, il se dit juste, ah il me fallait un punching ball pour montrer l'attaque à Bonnie. C'est génial. Ça c'est le Luffy qu'on aime, un Luffy qui n'hésite pas à puncher un dragon céleste, un Luffy qui n'hésite pas à puncher un membre du Gorosei et un Luffy qui n'hésitera pas à puncher Imusama. Et l'équipage du Yonko n'est pas en reste puisque parlons de Sanji qui bloque la lumière. Avec un Vegapunk qui dira aux autres de s'enfuir étant donné que si il est bougé alors il mourra, sa blessure est fatale. Mais Kizaru est là pour exécuter les ordres et donc exécuter Bonnie. Et d'ailleurs encore une fois on voit qu'il ne le fait pas de gaieté de cœur avec les yeux fermés. Oui encore un signe qu'à la fin de One Piece je suis sûr qu'au moins il se rebellera même si c'est pas pendant cet arc. Et dans tous les cas c'est Sanji qui va voler la vedette, c'est Sanji qui va sauver Bonnie dans une page juste folle. Les effets de lumière par Oda dans ses dessins, je trouve qu'il marche toujours aussi bien. Le Sanji est héroïque, il le dit, la mort est plus fort que les lasers, peut-être que c'est contre les lois de la physique comme le dira Kizaru, mais justement en fait si, c'est contre les lois de la physique et c'est assez étrange en tout cas pour choquer un personnage de One Piece. Donc c'est pas si simple que ça à faire et c'est même pas normalement si normal que ça à faire d'après Kizaru lui-même, sinon il ferait pas une tête de fou. Certains diront que ce n'est pas choquant car on avait vu Riley bloquer ses attaques, même bloquer l'épée de Kizaru qui doit aussi être sous forme de laser. Mais bon, on parle quand même du Seigneur des Ténèbres, bras droit du roi des pirates Goldie Roger. Et s'il arrive à faire ça, c'est peut-être parce qu'il est passé en mode Germain avec ses sourcils qui ont changé de sens. Encore une fois, je vous rappelle que sous cette forme quand même, la hache d'un commandant de Yonko s'est pétée alors qu'on l'a attaqué dans le dos, dans le cou, sur le point faible de tout être humain. Et ça lui a rien fait, la nuque a pété une hache. Et alors que certains pensent déjà à la technologie de Vegapunk avec les gants qui permettaient de frapper des hologrammes et donc de frapper la lumière elle-même, et peut-être que Sanji et ses bottes sont faites du même alliage. Moi surtout je me demande si c'est pas lié au pouvoir même de Sanji qui en Step Black donc avait cette capacité de devenir invisible. Et invisible, c'est donc réfléchir la lumière de manière différente et donc jouer sur celle-ci. Est-ce que au bout d'un moment, on pourrait avoir un Sanji qui pourrait agir sur la lumière? Ça marcherait bien parce que le Nika, son capitaine, est la divinité de la libération, la divinité du soleil, et lui, peut-être
pourrait tout éteindre, pourrait enlever la lumière à certains endroits. T'imagines des flammes noires à ses pieds qui créent de l'obscurité, enfin ce serait n'importe quoi, la véritable Diablo Jambe, ou je sais pas, tout simplement une jambe aveuglante. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est choquant pour Kizaru, après le capitaine qui a bouffé ses lasers, Sanji les bloque, et désormais il doit prouver au gouvernement mondial que quand même il n'est pas là pour rien, et donc l'annonce, il ramènera la tête de Sanji au minimum. Car c'est sa réputation qui est en jeu, et j'ai l'impression que c'est Oda qui est en train de parler aux fans avec leur débat de puissance en leur disant ouais, vous allez voir la réputation de Kizaru, il va quand même la défendre. Dans tous les cas, très hâte de voir cet affrontement avec un Sanji qui va pas se laisser faire, et en tant que Giga Chad va dire que donc il devra écrire une lettre d'excuse au gouvernement mondial parce que si sa réputation, elle va en prendre un coup. On verra bien si le Sanji a le niveau d'un amiral ou non. Est-ce que de toute manière Kizaru se retiendra? J'imagine bien ça à la fin de l'arc, après l'arc, donc Kizaru se faire engueuler dans tous les cas car il ne s'est pas donné à fond. Mais bref, ça on s'en fout. S'il y a bien une chose à retenir, c'est que c'est toujours aussi marrant de voir Vegapunk mourir avec Luffy en Gear 5. Ça n'a aucun sens. Tu vois le vieux qui est tout seul, qui a été laissé à l'abandon en train de saigner par terre, de vivre ses derniers instants, et au fond un Luffy en train de rigoler. Il bondit, il vit la meilleure de ses vies. Enfin bref, et s'il y en a bien un qui ne rigole pas, qui est sérieux dans ses plans, c'est Barbe Noire. Et donc, venons-en à son sujet et parlons de ses ambitions. Puisqu'on y est enfin avec Vanogure et Katarina Devon qui vont arriver devant Saturne. Ça nous avait été teasé. Barbe Noire interviendrait sur l'île. Et comme d'habitude avec Barbe Noire qui a des plans de partout, qui tente des choses dans le monde entier, bah en fait le plan ne prend pas plus de risques que nécessaire. Donc c'est juste Devon qui va toucher Saturne et qui va faire ouais, mission terminée, salut. Et c'est vrai, ça c'est juste génial, t'as l'impression que c'est un groupe encore plus doué dans l'espionnage, dans l'infiltration, dans les missions secrètes que le CP0. Non mais franchement, déjà avec des fruits adaptés, t'as quand même Shiryu qui peut devenir invisible, Katarina Devon qui peut prendre l'apparence de n'importe qui qu'elle a touché, Vanogure qui peut se téléporter, et c'est même comme ça qu'ils s'enfuiront face à Saturne alors qu'il va tenter de les toucher, ils vont s'enfuir tout simplement, c'est fou. Même si en vrai il y a sûrement une limite à la téléportation, peut-être qu'il ne l'a pas encore maîtrisé comme il l'a dit complètement et qu'il a besoin même d'avoir connu un certain endroit avant de s'y téléporter. On le verra bien, c'est un fruit extrêmement cheaté. Certains se disent même que c'est Vanogure qui a téléporté de la bouffe à côté de Luffy afin qu'il se nourrisse et qu'il crée une situation chaotique suffisante pour qu'ils puissent accomplir leur mission facilement. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. Mais bon, je suis encore partisan du c'est Kizaru qui a bougé. J'y crois encore, mais depuis la fin de Wano, le move de Barbe Noire est de plus en plus intense. Il a attaqué Hancock, récupéré Kobe sur Amazon Lily, infiltré Whole Cake et récupéré Pudding, attaqué l'eau et défait son équipage. Le Sword les ont attaqués et ils ont échangé Kobe pour Garp et maintenant ils infiltrent Egghead. Et je trouve ça véritablement génial de le voir avancer parallèlement à Luffy, et étrangement bien plus vite que Luffy dans un certain sens. Et on ne sait même pas quelle était toute leur mission sur Egghead. Ça se trouve qu'ils ont volé quelque chose, peut-être qu'ils ont volé Mother Flame de Vegapunk. Ils pourraient même avoir récupéré York, le Vegapunk traître, étant donné que celui-ci voulait juste obtenir du pouvoir, devenir un dragon céleste, et l'équipage de Barbe Noire manque d'un grand ingénieur naval ou quelqu'un même capable peut-être d'utiliser les armes antiques. Vraiment, je trouve ça super intéressant comme idée et ça a été évoqué dans la vidéo spoil de la semaine sur la chaîne secondaire. Donc, merci à vous. Vos commentaires sont volés, ne vous inquiétez pas. Et bien sûr, la chose la plus évidente à laquelle on pense, c'est qu'avec l'identité de Saturne, ils pourront peut-être contrôler les Séraphins et avoir donc des personnages extrêmement puissants à leur côté, ou même donc infiltrer le gouvernement, pouvoir donner des ordres, ou même révéler véritablement la tête du Gorosei en faisant des ordres atroces devant la population. Et en même temps, ça permettrait de révéler leur vrai visage au monde, donc pourquoi pas. Dans tous les cas, lors du court échange qu'il y aura entre Katarina Devon et Saturne, il sera étonné qu'une évadée du niveau 6 d'Impel Down se soit rangée sous les ordres de quelqu'un, mais elle le dira, Teach est spécial. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il laisse la liberté à ses membres de faire ce qu'ils veulent, d'accomplir leur propre objectif dans un certain sens. Et je trouve ça super intéressant d'opposer cette vision de la liberté de Barbe Noire avec une liberté qui est absolue pour Barbe Noire où, ok,
tu fais ce que tu veux, t'es dans mon équipage, tu m'écoutes, mais tu fais tes bails à côté. Et le Luffy qui a quand même ses limites dans la liberté, où quand même tu vas pas commencer à tuer plein de personnes autour de toi. C'est quand même peut-être la limite de la liberté pour Luffy. Enfin bref, très intéressant. Quoi qu'il en soit, Saturne évoquera que sa lignée est spéciale à Teach, et donc là, toutes les théories s'embrasent de nouveau. Est-ce que Barbe Noire est un boucanier? On en avait parlé encore et encore, puisque oui, je suis raciste, j'ai remarqué les similitudes de leur corps. Ou est-il tout simplement le fils de Xebec ou son cousin éloigné ou je sais pas quoi, je sais pas. Dans tous les cas, voir l'équipage de Barbe Noire étonné de savoir que le gouvernement sait pour donc Teach, ça nous rappelle que Shanks est une balance et que c'est sûrement lui qui leur a parlé et révélé les secrets de Barbe Noire. Et bien sûr, le chapitre se terminera sur un caribou qui est en pleurs, qui demande à Vanogur et Katarina Devon de rejoindre l'équipage de Barbe Noire. En plein pleurs, en plein supplice, tu vois qu'il est véritablement un fan de Teach, à la manière de Bartholoméo pour les Mugiwara. Et c'est vrai que c'est un atout majeur, il a suivi les Mugi, il a volé des informations sur Pluton à Wano, sur Poséidon, sur l'île des hommes poissons, et peut-être même imprimer des routes poneglyphes ou je sais pas quoi. De toute manière, Barbe Noire se débrouille assez bien. Mais c'est incroyable et juste génial cette avancée de Barbe Noire dans le monde de One Piece. T'as l'impression qu'il attrape les gens à la ligne d'arrivée lorsqu'ils ont toutes les informations, et c'est peut-être la chose la plus maligne à faire, mais surtout il a énormément de chance, même dans ses rencontres avec certes Caribou là, mais même Shiryu qui l'aura sauvé du poison de Magellan. C'était terminé son histoire à ce moment-là, comme quoi lui aussi est un élu, et peut-être pas celui de Nika de la lumière, mais celui des ténèbres. Et je sais que ça va rendre des personnes tristes. Oui, Caribou ne sera pas un Mugiwara. Je sais que certaines personnes y croyaient véritablement, mais moi j'y croyais qu'il rejoindrait cet équipage. Non, pas ceux-là, pas ceux-là. Eux, oui, eux. Il a toute sa place. Et quoi qu'il en soit, Oda est fort. Oda sait nous teaser la menace. Et voir jusqu'à Katarina Devon et Vanogur dire que leur cible, quand Saturne va le demander, c'est le monde lui-même. C'est magnifique. Et globalement, le chapitre 1107 de One Piece est une annonce. Les géants viennent sauver les Mugiwara. L'équipage de légende est de retour. Et alors que la bataille fait rage de tous les côtés, en attendant l'évacuation, Luffy, le guerrier Nika, qui symbolise les espoirs de Bonnie, envoie valser le démon Saturne sans aucune hésitation. Car la guerre contre le gouvernement mondial a été lancée depuis bien longtemps. Et son équipage le suivra. Il en est capable. Mais d'autres aussi y participent. Un personnage bien plus inquiétant et mystérieux qui fera trembler le monde et le fera tomber dans les ténèbres. Car bien que la mission de l'équipage de Barbe Noire soit encore mystérieuse, il l'annonce. Leur cible n'est ni un trésor, ni une arme, mais bel et bien le monde lui-même.